partons au sud-est de l'Afrique. Là se trouve Mayotte, posée sur l'océan Indien dans l'archipel des Comores, à mi-chemin entre l'Afrique et Madagascar, au nord du canal du Mozambique. Mayotte est composée de 2 îles principales, Petite Terre et Grande Terre, où se trouve Mamoudzou, la capitale. Lorsque l'on arrive ici, souvent après un long voyage, la beauté des paysages, la richesse des couleurs rappellent immédiatement que la grande sœur africaine n'est pas loin. Elle a marqué la terre, mais aussi les hommes qui la peuplent. Collectivité territoriale française depuis 1976, la population mahoraise est à majorité musulmane. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les plages de Mayotte ne sont pas saturées par les touristes. Et c'est peut-être tant mieux. Il existe encore quelques endroits du bout du monde qui ont su conserver leur rythme de vie et leur tradition séculaire. L'île est entourée par l'un des plus grands et des plus beaux lagons du monde, un milieu naturel qui depuis 1997 est étudié, surveillé et protégé par la brigade du lagon de Mayotte. Plongeur, passionné par la mer, Bertrand Wendling est le chef de la brigade du lagon et s'il est quelquefois au bureau à Mamoudzou, il passe la plupart de son temps sur le lagon. Eh bien, on se trouve ici au service des pêches qui est situé à Mamoudzou et puis on va aller rejoindre l'équipe de la brigade du lagon qui se trouve en bas au ponton en face du port de Mamoudzou. On va aller essayer de sortir, il y a un peu de vent, je vois, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de bateaux mais enfin on va voir ce que ça donne. La création de la brigade du lagon est partie du principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Depuis des générations, les Mahorais vivent de cette mer intérieure dont la nature les a gratifiés. Ils y prélèvent quotidiennement la base de leur repas, à tel point que les plus gros poissons se sont raréfiés. Il a donc fallu créer des réserves protégées. Le lagon est un joyau fragile qui résulte d'un équilibre écologique millénaire, perturbé depuis peu par l'intensification des activités humaines, d'où l'une des premières préoccupations de la brigade, surveiller le récif corallien et informer les plongeurs, en créant des sentiers de découverte sous-marins. Les 1000 km² du lagon atteignant parfois 90 mètres de profondeur permettent la multiplication de la vie sous-marine. Le lagon de Mayotte est un lagon très riche au niveau biodiversité, que ce soit en végétaux ou en animaux. Malheureusement, on connaît encore très peu cette biodiversité. Et il y a peu d'études qui ont été menées, il y a juste quelques études pour les poissons. On a recensé un certain nombre d'espèces dans 2 secteurs bien déterminés. On sait que c'est un milieu très riche, mais il y a encore la nécessité de faire de nombreuses études pour savoir connaître parfaitement cette biodiversité. Au sein du lagon de Mayotte, il y a des espèces qui sont résidentes, qui vivent toute l'année ici, telles que les tortues, telles que certaines espèces de dauphins. Par exemple, on pourrait citer le grand dauphin gris qui vit à l'intérieur du lagon, c'est celui qu'on rencontre dans les Marineland, qui est très joueur, avec lequel on peut jouer facilement. Il y a ce qu'on appelle des stènelles, qui vivent en général à l'extérieur du lagon, il y a plusieurs espèces. Il y a des péponocéphales qui vivent aussi à l'extérieur du lagon et qui rentrent de temps en temps. Donc on rencontre une grande diversité en mammifères marins en général. On a la chance ici sur Mayotte d'avoir un animal qui s'appelle le dugong et qui est de la famille des siréniens. Donc il y a 2 représentants au monde seulement, il y a le dugong et le lamantin. Ici sur Mayotte, on a quelques dugongs qui sont bien évidemment protégés, qu'on peut avoir la chance de rencontrer de temps en temps. Mais il y a aussi des espèces qui sont de passage, des espèces migratrices, telles que les baleines à bosse, qui viennent dans le lagon de Mayotte entre fin juillet jusqu'à fin décembre, des fois fin janvier. Ces baleines, elles viennent du sud et elles viennent ici pour mettre bas et puis surtout allaiter leurs petits. Donc elles rentrent à l'intérieur du lagon, puisqu'on le disait tout à l'heure, il y a des ouvertures, des passes tout autour de ce lagon-là. Elles rentrent, elles sont à l'abri avec leurs petits et ça permet aux petits d'allaiter. Enfin de manger à l'intérieur du lagon et puis d'être relativement à l'abri des prédateurs qui peuvent être présents à l'extérieur du lagon. Bertrand a décidé de nous emmener sur l'îlot de sable blanc. À marée haute, il est totalement recouvert par les flots et petit à petit, lorsque la mer se retire par les passes du lagon, le sable, d'un blanc lumineux, se révèle lentement sur une centaine de mètres carrés. Le lagon est immense. La brigade ne dispose en proportion que de peu d'hommes et de seulement 2 bateaux, mais il y a une réelle volonté et une grande détermination pour remplir au mieux sa mission. La brigade du lagon sort avec un bateau ou 2 bateaux en fonction des missions qui leur sont allouées.
Sur chacun des bateaux, il y a au minimum 2 agents, donc au minimum un agent sermenté. Et les zones réserves sont plus particulièrement visitées, ainsi que l'ensemble du lagon. Donc les gens partent soit de bonne heure et reviennent tard le soir, soit des missions de nuit sont effectuées également pour surveiller les zones réserves en période nocturne. Au niveau de la répression, en fonction de la gravité de l'infraction, soit on informe juste les gens si l'infraction n'est pas très grave. Si l'infraction est plus grave, par contre, on peut dresser procès-verbal d'infraction, effectuer une appréhension et ensuite une saisie du matériel. Une des particularités de la Brigade du Lagon, c'est bien évidemment qu'elle fonctionne avec des Mahorais. C'est indispensable que les Mahorais s'impliquent directement dans la protection de leur milieu naturel. Et de toute manière, il y a encore un grand nombre de pêcheurs sur Mayotte qui ont des difficultés à s'exprimer en français. C'est une des raisons pourquoi les brigadiers parlent très bien français et parlent aussi shimaoré ou shibushi pour se faire comprendre et pour faire comprendre à l'ensemble des pêcheurs la réglementation. Chez certains brigadiers, il y a une réelle volonté de protéger leur milieu et ils ont tout à fait conscience de l'importance de leur métier. Lorsque l'on débarque de la barge à Mamoudzou, sur la droite du quai se trouve l'un des lieux les plus colorés et les plus marquants de la ville, le marché. Installé à cet endroit provisoirement, il est l'un des rares marchés sous les tropiques où l'on n'est pas harangué par les marchands qui, la plupart du temps, sont d'ailleurs des marchandes et qui, parfois sous la chaleur de midi, prennent le temps d'une petite sieste, auquel cas il vaudra mieux repasser plus tard. On y trouve évidemment quelques produits du lagon, mais comme on dit ici, qui veut du poisson n'a qu'à le pêcher. Mais le marché est surtout sympathique pour la restauration locale qui y est servie. Les Mahorais prennent plaisir à s'y retrouver en famille pour déguster des brochettes préparées et grillées sur place. Largement fréquentée par les femmes, une partie du marché est consacrée aux produits de beauté. Les Mahorais sont très coquettes et les vertus de leur maquillage n'ont rien à envier à celles des grands laboratoires de cosmétiques. Ici, ils sont 100% naturels. Ne soyez pas étonnés si, dans cet univers où l'islam permet aux femmes de paraître à visage découvert, vous les rencontrez se promenant en toute liberté, drapés dans des étoffes légères et colorées, le visage couvert d'un masque de beauté. Noéline Médard et ses amis sont venus faire leur provision de matières premières. Bonjour. Alors, on est sur le marché de Mamoudzou. Là, on est venu ce matin justement pour acheter le nécessaire pour fabriquer les masques de beauté. Donc là, on est venu sur le bon stand, il y a un peu de tout. Alors là, on a la pierre pour faire le masque de beauté, c'est à base de corail. Alors on a le bois de santal, la matière de base, la matière première. C'est de la bonne qualité, madame? Oui, c'est la bonne qualité. Ça sent très bon. Je veux acheter la pierre parce que j'en ai pas pour l'instant. Je veux m'acheter un bois de santal. Un peu de graines en fait pour tout mon maquillage, donc un peu de sésame. Alors là, on a des pistaches. Donc je me prends un tas, des graines, le mouté, un peu de tam-tam, c'est une variété de graines. Je vais en prendre un sachet, ça me suffit pour toute l'année. J'ai tout le nécessaire pour faire un masque de beauté, les racines, les graines, la pierre et le bois de santal. Maintenant, vous allez venir avec moi, on va aller en petit air à Dzaoudzi. On va vous montrer comment on fait les masques de beauté et on va vous montrer les différents motifs qu'on utilise avec les masques de beauté. Au revoir, madame. Pour Noéline et ses amis, après avoir fait la visite du marché, retour sur Petite Terre où elles habitent. La barge est le moyen obligé pour traverser. Rotation permanente, un quart d'heure suffit pour rejoindre l'autre rivage. Un quart d'heure de sourire et de fraîcheur mise en valeur par le maquillage. Voilà. Avec tout ce qu'on a acheté au marché ce matin, je vais vous montrer comment on fait le masque de beauté, le masque qu'on utilise quotidiennement à Mayotte. Voilà, donc maintenant le bois de santal,
et puis la pierre de corail. Donc, il suffit de mettre un peu d'eau avec le bois de santal et puis de frotter sur la pierre. Après, on obtient cette pâte-là, comme le fait Adidja. Donc, on a cette pâte-là, qu'on appelle ici à Mayotte le msinzano. Donc, en fait, il y a différentes masques de beauté colorés de différentes façons. Donc, on a tout ça, Adidja les a déjà préparés. Donc, là, on a le msinzano jaune. Donc, le msinzano mélangé avec des graines de mouté. Le bois de santal rouge. Le moudjanfari, c'est une variété de bois de santal. Je vais vous montrer avec les différents masques qu'on peut utiliser pour faire des motifs. Déjà, on part avec le maquillage de base, le masque blanc qui est le msinzano, et le masque jaune, le masque rouge qui permet de diversifier les motifs en fait pour les colorer. Donc voilà, on va voir mes copines et là, on va se maquiller. Voilà, Marie, tu me tiens ça. Alors, on a les différentes masques de beauté, le rouge, le jaune et le blanc. C'est idéal pour faire des motifs colorés. Donc, déjà, je veux lui mettre un peu de masque blanc. Alors ça, c'est l'épi de maïs qu'on utilise souvent justement pour adoucir le msinzano, pour que ça soit d'une égalité très fine sur le visage. Alors, il y a différents motifs, hein. Ça dépend de l'humeur de la personne, de ce qu'on veut démontrer. Si c'est pour plaire à un garçon, donc on se fait des petits cœurs. Si c'est pour un mariage, des petites fleurs, des petits cœurs aussi, des petits points. Tout ça, ça dépend de ce qu'on veut présenter en fait. C'est un langage et puis c'est libre. Chacun a le droit de faire ce qu'on veut. Par contre, pour les mariages, quand même, c'est mieux de distinguer vraiment les motifs qu'on fait pour la mariée pour qu'elle soit vraiment belle. Donc Marie a fini, elle est toute belle. J'ai fini de la maquiller. Maintenant, elle peut aller danser. Les fêtes tiennent une grande place dans la vie culturelle mahoraise et pendant ces fêtes, il est rare que la danse soit absente. Il existe de nombreuses écoles fréquentées surtout par les femmes. Le son des MBU de petits bâtons de bambou frappés en cadence rappelle l'Afrique et Madagascar toutes proches. Au rythme des chants lancinants, les corps évoluent selon des codes très précis. Au cœur de Mayotte, le bleu du lagon laisse place au vert de la forêt tropicale. Là, des effluves de parfums embaument l'atmosphère. Elles sont dues à l'une des cultures principales de l'île, celle de l'ilang-ilang. Un arbre à l'allure torturée qui produit des fleurs dont on extrait un parfum très recherché par les plus grands parfumeurs. Un arbre qui en d'autres lieux a été surexploité. Ici, pour récolter, on a choisi de replanter. Nous sommes sur la plantation de 20 hectares appartenant à Guerlain. C'est tôt le matin qu'une trentaine de femmes cueillent avec précaution les fragiles fleurs d'ilang-ilang. Franck Lillo a 31 ans. Depuis 1994, il a la responsabilité du bon fonctionnement de la plantation. Bien, voici un champ d'ilang. Donc, ces ilangs sont maintenant environ une trentaine d'années, 40 ans. Il faut environ 4 ans pour qu'un ilang soit mature, qu'il puisse commencer à produire. Il faut constamment, par contre, qu'il y ait quelqu'un qui taille les têtes tous les jours dans la plantation, parce que sinon, c'est un arbre qui monte à environ 18-20 mètres. Et donc, il est impossible après d'aller chercher les fleurs. C'est vraiment trop haut. Les femmes ne peuvent pas accéder aux arbres. Donc, il y a une personne
qui coupent constamment les têtes des arbres. En ce qui concerne les fleurs, je vais vous en montrer une. La fleur se choisit à partir du moment, il faut qu'elle soit bien jaune et il faut qu'il y ait cette petite trace rouge sur le bord des pistils. Voilà. Là, on sait que la fleur est mature et qu'on va pouvoir la distiller, qu'on aura de bons résultats après dans les alambics. Les femmes cueillent environ chacune 20 kg. Pour nos alambics, il faut environ 200 kg. À chaque cueillette, on peut aller jusqu'à 300-400 kg. C'est une fleur qui ne se conserve pas, elle fermente tout de suite. On peut en conserver une partie durant la nuit, mais à ce moment-là, il faudra rajouter de la fleur fraîche le lendemain pour pouvoir avoir de bons résultats. Et de toute manière, nous allons aller à la plantation maintenant et vous allez voir comment on va procéder. Il est midi, la journée des femmes est terminée. Elles repartent vers leur village tout proche dans la vallée. À la distillerie, les hommes ont mis le feu sous la chaudière depuis plusieurs heures car tout doit être prêt à l'arrivée des fleurs. Il n'y a pas de temps à perdre entre la cueillette et la distillation. Comme 21,5, 22 kg Manoudou. Voilà, donc là nous sommes donc à la pesée. Il faut compter environ entre 15 et 20 kg par femme. Maintenant nous allons mettre les fleurs dans la marmite. Donc suivez-moi, je vais vous montrer comment ça va se passer. Bon, nous voilà donc devant l'alambic. Nous allons maintenant ajouter les fleurs à l'intérieur. Nous allons mettre environ 200 kg de fleurs. Et ensuite, nous allons refermer donc, le chapeau, mettre le col de cygne. Et là, il faudra attendre un certain moment avant que ça coule. Mais avant tout, nous allons d'abord mettre les fleurs. Voilà, donc là, il va falloir être un petit peu patient maintenant parce qu'il va falloir entre 1h30 à 2 heures pour que le premier jus commence à couler. Et ensuite, je vous expliquerai donc les différentes possibilités, ce qu'on pourra faire avec l'extrait. Voilà, donc nous arrivons à l'étape finale où nous allons pouvoir évaluer la qualité de l'extrait que nous avons recueilli tout de suite. Donc nous avons cette éprouvette. Voilà. Ensuite, à l'aide d'un densimètre, tout simplement, nous allons regarder le titrage en degrés. 56 à 58 degrés, c'est une extra. Tout ce qui est au-dessus de 55 degrés, c'est de l'extra. Donc c'est de la très bonne qualité. Il faut savoir qu'elle est encore à température ambiante, elle va descendre, elle va prendre du degré en refroidissant. Ce jour-là, Franck était content. Le jus d'ylang-ylang était de très bonne qualité, résultat de beaucoup d'efforts et de beaucoup de patience. La fleur du petit arbre torturé a bien travaillé. Ses effluves sont les ambassadrices de l'île et où que vous soyez, sans le savoir, peut-être portez-vous le parfum du cœur de Mayotte. Il y a, à la périphérie des villages mahorais, de petites maisons décorées aux couleurs vives que l'on appelle les bangas. Au temps de son adolescence, chaque garçon doit se séparer de sa famille et habiter une case de terre qu'il a construite. Lorsque la structure en bambou a été dressée, de la boue mélangée le plus souvent à des feuilles de bananier sert à confectionner les murs. Il faut plusieurs semaines pour finir un banga. Cette étape importante dans la vie des garçons répond à la préoccupation des parents qui souhaitent éviter la promiscuité avec ses sœurs et celle du garçon désireux d'échapper à l'autorité parentale. C'est aussi un moyen pour lui de faire l'apprentissage de la vie sociale et d'accéder à son autonomie. Une autre raison de l'existence des bangas est que dans la société mahoraise, ce sont les femmes qui possèdent les biens fonciers. Les jeunes garçons utilisent donc les bangas en attendant de trouver une épouse et donc une maison. Des bangas qu'ils décorent selon leur personnalité et où ils organisent des rendez-vous galants. Chaque banga possède une issue de secours dans le cas où un parent surgirait à l'improviste. La pleine lune éclaire la nuit mahoraise. Depuis plusieurs jours, le bruit court qu'un meringué est organisé.
Alaouit Chebani, pompier, 36 ans, 1m89, 94 kg, est au rendez-vous sur la plage de Bouédi au sud de l'île. À l'origine, le meringué était un exutoire. Il permettait d'éviter des guerres tribales. Les villages qui avaient des différends à régler se réunissaient, formaient un cercle et les combattants s'affrontaient. Pas de gagnant, pas de perdant, au final, chacun rentrait chez soi, l'honneur sauf. Aujourd'hui, la tradition est maintenue et si ce ne sont plus des villages qui s'affrontent, dans une île où tout le monde se connaît, des amitiés mais aussi des rivalités existent. Le meringué commence tard, il est minuit. Abden Aboulatouf, ancien boxeur de meringué, se souvient de l'origine de ce qu'il considère comme un sport. Le meringué est une activité sportive, c'est un sport de combat pratiqué à Mayotte depuis très longtemps. Je discutais il n'y a pas longtemps avec un nanogénaire pour me rassurer que je comprendrais l'origine de ce meringué. Mais lui, il m'a dit, tout simplement, tout azimut, il me dit que j'ai pratiqué le meringué depuis l'âge de 3 ans. Mon père l'a pratiqué, mon grand-père l'a pratiqué. C'est pour dire que c'est un sport qui date de très longtemps. Hein. On peut même remonter au début du 19e ou à la fin du 18e siècle. Le meringué, il est importé de l'Afrique et c'était une lutte. Mais le temps évoluant, c'est devenu aujourd'hui un sport de combat. Alaouit Chebani, notre pompier, cherche du regard un adversaire à sa mesure. Il est venu pour gagner. Le principe est toujours le même. L'adversaire trouvé, les deux hommes se défient et s'intimident. Très souvent ça marche et le combat n'a pas lieu. Après une période d'observation plus ou moins longue, sur le rythme lancinant des percussions, sous les cris exaltés des spectateurs, la tension monte et tout explose. La différence qu'il y a entre ça et la boxe occidentale ou le kickboxing, c'est que tous les coups sont permis. Mais dans le meringué, on ne peut pas donner des coups de pied, on ne peut pas mordre. Et puis normalement, la personne qui est tombée, on ne le suit plus. Parce qu'en fait, il est désarmé. Quand il est tombé, il est désarmé. Donc il y a ce respect-là. Il paraît qu'il y a eu des morts. Mais ce n'était pas... c'est pas un crime. Dans la mesure où le meringué et le règlement est conventionnel. Une convention entre le village et le village, c'est quelque chose qui est pris pour un accident. Donc il n'y a pas, si vous voulez, les gens ne sont pas passibles d'une sanction parce qu'il a tué. Ah ben, il a combattu, il est mort. C'est rare, mais depuis que le meringué existe à Mayotte, moi j'ai entendu qu'il y en a eu 3 ou 4 qui sont décédés sur place ou alors au-delà de quelques temps après s'être combattu. Le meringué d'hier était un sport de combat dans lequel il y avait ses règles. Il y avait à la fin donc ce poignet de main, cette poignée de main. Aujourd'hui, c'est devenu un jeu sportif. Un sportif qui est plus ou moins... donc il y a l'aspect ludique quand on joue. On joue parce qu'il y a les tambours, il y a la musique, on vient danser, on danse, et puis on fait semblant de se battre un petit peu. C'est pas ce qui a... C'est devenu un jeu sportif. Pourtant, au fil des heures, les combattants sont de plus en plus chevronnés et puissants. Mais plus la nuit avance et la consommation d'alcool aussi, plus le public s'échauffe et plus les combats deviennent rudes. Il arrive parfois qu'un quinquagénaire optimiste se retrouve confronté à un jeune poids lourd sans scrupules. Étant un grand lutteur, c'est vrai qu'il est difficile de résister, mais ça fait un bon moment que je ne me suis pas battu, j'ai peur. J'ai peur de recommencer aujourd'hui.
Le meringué a duré toute la nuit et c'est seulement au petit matin, lorsque la lumière du jour est revenue calmer les esprits des hommes épuisés par la lutte et la boisson, que chacun, ni perdant ni gagnant, est rentré chez soi. Alors, comme toujours à Mayotte, les rires des enfants ont glissé sur les eaux calmes du lagon. Des rires qui peut-être se moquent un peu du tumulte du reste du monde. Méconnus et souvent oubliés, à Mayotte depuis toujours, la vie s'écoule tranquillement au rythme du temps qui passe.